L'œil rigolard, la moustache avantageuse, canotier planté bien droit. Auguste-Édouard Gosselin, l'ancêtre méconnu, semble porter une part d'opprobre familiale. Elle se lirait dans le regard de ses filles, autant que dans le souvenir de Bernadette. L'une de ses petites filles est ma mère. On les voit ici sur une photo tirée vers 1898. Nous retrouvons Gabrielle en 1904 avec Jules Eugène et leur famille lors de leur mariage à Montivilliers. Tous y figurent à l'exception d'Auguste Gosselin, absent pour motif de santé, semble-t-il. 90 ans plus tard, une cousinade resserre les liens entre leurs descendants. Belle famille, non? En matière d'histoire de famille, il convient avant tout de se dire qu'il y a la vérité racontée, du genre « je le tiens de ma maman qui a toujours une bonne mémoire, même qu'elle est morte à 100 ans, toujours bien consciente », et la vérité officielle, celle qui est assise sur les faits et actes dont on a pu retrouver la trace, ou les traces de façon certaine. Les yeux bleus soudés dont les ancêtres sont établis en Pays de Caux depuis au moins le XVIIe siècle, trouvent-ils vraiment leurs origines dans l'est de la France? Charles-Dominique Orange était-il obro, c'est-à-dire de petite noblesse, ou simple tisserand? Les trois morts de François de Civille, suivies chacune d'une résurrection, qu'ont-elles d'historique? Enfin, depuis tout petit, j'ai entendu dire que mon grand-père paternel, Roger Adolphe, avait été incorporé dans le célèbre bataillon de Joinville, unité militaire accueillant des sportifs de haut niveau. Certes, même déjà âgé, il pouvait entre autres exploits se faufiler entre les barreaux d'une chaise, et ce sans aucune difficulté, mais les preuves sont accablantes. Réformé en 1920 dès son incorporation, Roger Adolphe n'a jamais été membre de ce régiment d'élite, créé en 1945, qui plus est. Sans doute, les contes familiaux peuvent être utiles aux liens filiaux. À donner de la noblesse aux ancêtres. Bref. À attacher un peu plus chacun à sa famille, quitte à en gonfler l'importance et le périmètre crânien de ceux qui y succombent. Voyons donc si l'on peut se frayer un chemin dans le dédale de vérités opposées. Mais par où commencer? Quel fil de trame ou de chaîne dénouer pour remonter celui du temps? Celui des lieux, peut-être, qui nous guide au travers des territoires conquis, enrichis ou plus simplement utilisés comme ressources au quotidien de tous. Celui des êtres, importés sur le cours d'un fleuve aux méandres capricieux, toujours renouvelés? Ou celui encore des métiers, de leurs ouvrages, de leurs réussites ou de leurs échecs? Décidément, c'est d'espoir dont tout cela est rempli, c'est donc l'espoir qui nous conduira. Merci de m'accompagner. Entre les gens des vérités historiques survient Tancrède d'Hauteville, vers le milieu du Xe siècle. Il épouse successivement deux filles de Guillaume Ier de Normandie, et a une nombreuse descendance. Sans doute, comme il était d'usage, les enfants puinés durent chercher fortune hors du fief paternel. Plusieurs d'entre eux, dont Robert dit Guiscard et Guillaume dit Bras de Fer, partirent aux croisades. Sur le chemin du retour, ils rencontrèrent leur destin et parfois leur fortune, dans les provinces du sud de l'Italie déchirées entre Romains, Byzantins et Arabes. À force de batailles, de complots et de diplomatie, l'un des cadets, Roger d'Hauteville, parvint à la royauté. Roger Ier de Sicile est toujours présent dans la mémoire sicilienne sous le nom d'Altavilla. Parmi la descendance de Tancrède, outre nous-mêmes, parents de ce siècle, on trouve Robert Guiscard, duc de Sicile et de Calabre, Bohémond d'Antioche, d'Hauteville, prince de Tarente et d'Antioche, le roi Étienne de Hongrie, Constance d'Hauteville. Les traces de ce royaume qui a duré presque un siècle sont toujours présentes en Sicile. Sûrement on pourrait remonter encore plus loin dans le temps et les chevaux serrés de nos racines, comme par exemple Tiridate IV d'Arménie, lui-même ancêtre direct de Clovis, persécuteur des chrétiens, puis initiateur de l'Arménie chrétienne, premier royaume chrétien de l'histoire. Mais on confine ici à la légende. Quitte à sacrifier au mythe royal, parlons plutôt de Robert d'Yvetot, dont tout le royaume pouvait être embrassé du haut d'un arbre. Car oui, Yvetot fut un jour vrai royaume, mais son souverain reconnu même par de bien plus célèbres que lui comme Henri IV ou Louis XIV lui-même.
Un des successeurs de Robert, Martin Ier, eut le malheur de recevoir son cousin Charles VI et sa très nombreuse suite. De ce jour d'agapes festive, tout ce malheureux royaume fut dévoré à belles dents. Notre Robert, soudain ruiné, dut vendre titres et biens pour avoir honoré son cousin. Je ne sais plus qui a dit « secoue ton arbre et il en tombera un juif, un voleur et un curé ». Pour le curé, nulle trace à ce jour, bien qu'ils furent fort nombreux autour de nos anciens, au motif saint de veiller sur les âmes. Alors voyons le voleur. Il en est un inscrit au nombre des bagnards. Par jugement de la Cour d'assises impériale de Caen en date du 28 novembre 1812, Jean-Pierre Dupuis en prend pour 15 ans. À y regarder de près, rien de son procès ne tiendrait devant une cour de justice aujourd'hui. Car aucun mort, aucun blessé, même léger, aucune preuve ni aveu, aucun témoin fiable, un supposé butin d'une navrante insignifiance, mais autre temps, autre loi. Jean-Pierre en prend pour 15 années de bagne dans le plus terrible, celui de Brest. En même temps que son co-accusé, Jean-Baptiste Motor, il y arrive à la chaîne du 20 juin 1813. Il y meurt le 23 juin. Motor le suivra le 6 juillet. Parlons maintenant de notre probable juif. Cette histoire trouve sa place tout au sud de ce qui est aujourd'hui l'Espagne, mais qui dépendait alors de l'émirat de Grenade. Elle se situe vers la toute fin d'Al-Andalus, la période de domination musulmane sur la péninsule ibérique, aux environs de 1480. Sous la pression des rois très catholiques, soutenus par le pouvoir papal, et par nombre de royautés européennes, la puissance musulmane décline et avec elle l'équilibre qui existait entre les religions, effaçant ainsi l'âge d'or du califat de Cordoue. Musulmans, juifs et chrétiens y vivaient dans une paix respectueuse de chacun. Avec les rois chrétiens, cet équilibre disparaît, remplacé par l'abolition des autres religions, au profit exclusif de la chrétienté catholique, qui laissait un choix pas compliqué, la conversion, l'exil ou la mort. C'est vers cette époque troublée qu'Alonso des Civils quitte Séville pour Rouen, peut-être comme nombre de ses semblables pour échapper à un sort peu enviable. Il s'y installe comme armateur, ayant probablement emporté avec lui une bonne part de sa fortune. De Civil est le nom qu'il revendique et que Louis XII reprend dans un acte de naturalité daté de 1488 et fait de lui un noble de la cour de France. Parmi ses descendants, on y trouve aujourd'hui indifféremment des catholiques, de nombreux protestants, des agnostiques, également des musulmans, et sûrement bien d'autres croyances. Doit-on y voir un retour inconscient à leurs racines lointaines ? On aimerait aussi y voir le retour à la paix des âmes. Parmi eux, François de Civil se distingue. Dans la longue série des certitudes imbéciles, des fois irréductibles et des prétentions à l'universalité, en somme des religieux. Celui-là, faute d'être plus exemplaire que les autres, peut au moins nous faire sourire. Si l'on en croit la chronique et d'Aubigné, il serait 3 fois mort, et par la grâce de Dieu, 3 fois ressuscité, tour à tour enterré vivant dans le ventre de sa mère, morte en couche en 1537, puis frappé d'une balle catholique à la tête lors du siège de Rouen en 1572, dépouillé de ses bijoux et enseveli devant la porte de Birrel, déterré et secouru par un fidèle valet, arraché de son lit de douleur et défenestré durant le rude hiver qui suivit par des sbires à la solde de l'armée catholique, il a survécu jusqu'à l'âge avancé de 73 ans pour, paraît-il, mourir d'amour et d'une fluxion de poitrine, attrapé sous le balcon d'une belle une nuit de sérénade. Elle lui refusa le secours de ses bras. Il était un roi d'Yveton, peu connu dans l'histoire, se levant tard, se couchant tôt, dormant fort bien sans gloire, et couronné par Jeanneton, de simple bonnet de coton, dit-on, oh 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 oh, ah 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 ah, quel bon petit roi c'était là là là.